C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je voulais devenir styliste, donc rien à voir avec mon poste actuel. Voilà, j'y vais vraiment parce que je pense que je vais pouvoir apporter une valeur ajoutée. Maintenant, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas ? En fait, je me pose même pas la question, à vrai dire, c'est la mission avant tout. Bienvenue sur le Life Stories, le podcast à la croisée des destins. Aujourd'hui, on reçoit sur le plateau Fanny. Bonjour. Salut Sarah. Alors Fanny, qui est la directrice exécutive de Life. Alors pour vous apporter un peu de contexte, on a reçu Tarek, qui est le président. Tu te charges de la gestion opérationnelle et stratégique, mais tu as fait ton bout de chemin dans la communication avant ça. On va parler de ta carrière, on va aussi parler de ton ressenti, de tes doutes, de tes espoirs tout au long de celle-là. Mais juste avant, je vais te poser une question qui t'est sûrement familière. Chez Life, je ne te l'apprends pas, il y a 5 principes fondamentaux. Solidarité, sourire, engagement, efficience et transparence. Selon toi, lequel te correspondrait le mieux ? Alors, c'est vrai que je pense que j'aurais dit l'efficience. Parce que c'est une valeur forte chez moi, qu'on ait de la performance, qu'on fasse en sorte que chaque euro que le donateur nous confie soit investi au mieux sur le terrain, soit investi au mieux au niveau des charges qu'on peut avoir aussi au niveau des équipes, etc. Donc, vraiment, pour moi, ça, c'est mon cheval de bataille. Ouais, faire en sorte d'être performant, d'avoir des process internes qui soient fluides et qui fassent qu'on maximise notre impact. À l'origine, Fanny, tu as fait un BTS de comptabilité. On a l'impression que rien ne te prédestinait à une carrière dans l'humanitaire. Quelles étaient tes espérances, toi, à l'origine, tes aspirations ? Quand on demandait à la Fanny enfant « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Qu'est-ce qu'elle répondait ? C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je voulais devenir styliste, donc rien à voir avec mon poste actuel. Mais c'est vrai que je pense que j'ai eu très tôt quand même une conscience de l'autre, des inégalités qu'il pouvait y avoir dans le monde, notamment parce que moi, très jeune, à la télé, il y a eu la guerre en Irak, par exemple. Effectivement, je pense que ça m'a touchée en tant que jeune fille. Et puis, quand j'ai obtenu mon BTS comptabilité, j'ai eu envie de m'engager dans une association. Et j'ai cherché un poste en volontariat international. Mais voilà, j'avais clairement que mon diplôme en poche. J'avais pas d'expérience. Et c'est ce qui est recherché pour les volontariats. Donc, j'ai laissé cette idée de côté. J'ai postulé dans un cabinet sur Paris et voilà, j'ai commencé ma carrière comme ça. Donc, j'ai abandonné cette idée et c'est vrai que c'est revenu bien plus tard, la possibilité pour moi de contribuer à une cause qui aide de nombreuses personnes en tout cas. Et c'est comme ça que tu es tombée dans le cercle vertueux de l'engagement. Parle-nous un peu de ta rencontre avec Life. Comment tu as atterri chez Life ? En fait, je travaillais dans le e-commerce. J'avais une entreprise avec mon associé. Et en fait, on a rencontré Life dans un salon. Et coup de cœur pour le projet, coup de cœur pour les dirigeants aussi. On s'est liés d'amitié. Et puis, des années plus tard, ils m'ont recontacté quand il y a eu un besoin de renforcer la communication et du coup, ils m'ont proposé de prendre la direction. Alors, aujourd'hui, toutes les questions du digital sont incontournables quand on parle de communication. Life ONG, c'est une des premières ONG à avoir saisi le tournant digital et qui n'ont pas eu énormément de problèmes à s'imposer dans la sphère numérique. Toi, tu es arrivé chez Life avec justement ce bagage numérique et tu as participé aussi à ce tournant en fait, digital qu'a pu prendre l'ONG. Comment tu l'as perçu, toi ? C'est quoi ton rapport avec ce tournant numérique ? C'est vrai qu'en tout cas, c'était l'époque, l'âge d'or, on va dire, de Facebook, à l'époque où Life a démarré. Donc, du coup, ils se sont directement lancés dans la communication sur le web. Il n'y a pas eu de publipostage, il n'y a pas eu les moyens de collecte, on va dire, classiques. Et moi, je suis arrivée dans ce contexte-là pour essayer d'apporter mon expérience
et mon expertise dans le domaine, puisque du coup, je venais du monde du e-commerce, des formations en ligne, etc. Donc j'avais, on va dire, quelques atouts qui ont permis, en tout cas à Life, de maximiser sa présence sur le web. Et ouais, clairement, je pense de faire en sorte d'être encore plus visible qu'elle ne l'était déjà. Pour apporter un peu de contexte, tu es entrée chez Life en tant que community manager, un poste que tu as occupé en 2014 durant 1 an. Ensuite, tu as rejoint Life, tu as fait une petite pause et tu as rejoint Life en tant que directrice de communication, poste que tu as occupé cette fois-ci durant 3 ans. On sait que ce n'est pas forcément évident pour les femmes d'obtenir un poste à haute responsabilité. Aujourd'hui, tu es quand même directrice exécutive. Est-ce que tu as eu des difficultés ? Comment tu as réussi à obtenir ce poste ? Écoute, c'est vrai que je pense que c'est les résultats qu'on primait. Chez Life, j'ai jamais ressenti qu'il y avait de difficultés particulières en fait, à gravir les échelons parce qu'on était une femme. Je pense que ce qui prévaut, c'est vraiment le mérite, les compétences et l'engagement. Voilà, parce que il y a, là, je vais parler en tant que directrice exécutive. Dans les recrutements, en tout cas, parfois, on recrute des personnes qui ne sont pas forcément diplômées dans le domaine ou qui ont peu d'expérience, etc. Mais ce qui compte aussi, ça va être la volonté, l'engagement. Et voilà, en tout cas, franchement, c'est ce qui prime. C'est ce que j'ai vécu, moi, dans mon ascension chez Life. Et c'est ce que je vis maintenant aussi en tant que directrice. On a toujours le même système. Alors, la communication, c'est faire passer des messages. Quel message, toi, tu as voulu faire passer à travers les campagnes que tu as menées chez Life ? Ce qui a compté pour moi, c'était de garder une continuité avec ce qui avait été fait précédemment, de faire en sorte que les valeurs de l'ONG soient aussi préservées. Et donc, du coup, dans toutes les communications qu'on mène, que ce soit moi ou que ce soit les équipes actuelles, en tout cas, on fait vraiment en sorte qu'il y ait toujours la même ligne directrice. Et essentiellement, je te dirais le sourire qui fait partie de nos 5 valeurs, celles que tu as citées tout à l'heure. Et clairement, voilà, montrer les résultats des actions, montrer qu'il y a des difficultés, certes, mais en préservant vraiment la dignité des personnes concernées, en se disant qu'un jour, ça pourrait être peut-être nous, ces personnes vulnérables, et que, en fait, il y a des choses où on se dit, oui, collecter, mais pas manipuler, on va dire, des images qui pourraient être choc ou qui pourraient mettre les gens qui sont filmés dans une gêne. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a gardé tout le long, qui n'est pas forcément toujours... on va dire, évident parce que malheureusement, pour impacter le donateur qui est de l'autre côté de son écran, et des fois, les images chocs sont plus vendeuses. Mais nous, on a toujours fait en sorte de montrer plutôt de la joie et les résultats concrets des dons qui sont faits sur le terrain. Alors, quand j'ai reçu Tarek à ta place, il a dit quelque chose de super intéressant. Il a dit que quand on choisit d'être humanitaire, on ne l'est pas de 9h à 17h. On l'est tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que tu ressens les choses de la même façon ? Et comment, toi, cette implication, elle t'impacte au quotidien ? C'est clair que oui, c'est un engagement de tout temps. Après, j'ai envie de te dire, ça se mêle avec aussi notre personnalité. Finalement, je pense qu'on rejoint Life aussi parce qu'on partage les mêmes valeurs que la structure. Et c'est clair qu'on ne s'arrête pas d'être nous-mêmes, en fait, quand les 17 heures ont sonné, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est le fait d'être engagé, le fait d'être disponible pour la structure, oui, c'est quelque chose qui, pour moi, est évident, fait partie de mon engagement. Voilà. Maintenant, comment est-ce que je le vis au quotidien ? Parfois, c'est pas évident, en fait, parce qu'il y a aussi une vie de famille à côté. Et que, notamment, quand il y a des urgences sur le terrain, il faut tout lâcher et il faut se consacrer à la mission. Donc oui, c'est pas forcément évident, mais après, on sait pourquoi on le fait.
Et c'est gratifiant aussi d'une certaine façon de se dire que voilà, on peut avoir un tel impact sur des personnes qui sont dans une détresse en fait. Donc ouais. Petite parenthèse plus légère, t'es connue chez Live pour tout le temps changer de coupe de cheveux. Est-ce qu'on dit que j'ai les cheveux le coiffeur, c'est une thérapie? Est-ce que c'est ta thérapie finalement de changer de tête à chaque fois? Bon, je sais pas quoi répondre à cette question. On allait forcément te demander de te honnêtement, justifier sur les coupes de cheveux. Non, honnêtement, je pense que ça a toujours été. En fait, j'ai envie de dire, en tant que personne, on a envie des fois de faire ressortir plus tel ou tel aspect de notre personnalité. Et je pense que clairement, que ce soit l'habillement ou la coupe de cheveux, oui, ça en fait partie. Et en tout cas, moi, j'ai la chance d'être dans une structure qui me permet d'être qui je suis et de pas forcément avoir à enfiler un costume 3 pièces et un uniforme. Et donc, j'en profite, ouais. Alors, t'es aussi maman. Est-ce que c'est important pour toi de partager ton métier avec tes enfants? Est-ce que tu expliques les enjeux de ton métier à tes enfants ou est-ce que au contraire tu les préserves entre guillemets de ta vie professionnelle? Elles sont forcément impactées par mon métier parce que comme je l'ai dit, parfois en fait, je suis obligée de tout lâcher et pour me consacrer en fait à la structure, même si c'est quand même pas quotidien, on est d'accord. C'est vrai que de toute manière, Live prend une bonne part dans ma vie. Donc elle me voit agir, elle me voit faire, elle me voit travailler. Pour la plus petite, elle a eu du mal à comprendre au début ce que je faisais. Donc voilà, on lui a expliqué avec des mots simples. Maintenant, elle a 10 ans, donc elle a bien compris. Mais au départ, c'est vrai qu'elles n'avaient pas forcément cette conscience parce qu'en plus, c'est vrai, maman, elle travaille derrière un ordinateur 80% du temps. Donc je ne suis pas forcément sur le terrain. Et du coup, c'est vrai que ça peut paraître un peu, je dirais, abstrait pour elle de voir l'impact qu'on peut avoir derrière son PC chez soi, parce qu'on travaille quasiment tous en remote. Et en fait, de se dire que ça va impacter la vie de milliers, voire de millions de personnes de l'autre côté de la planète. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles voient mon engagement. Maintenant, je leur en parle pas tant que ça. Mon approche vis-à-vis de mes enfants, de toute manière, c'est de montrer l'exemple dans quoi que ce soit que je fasse plutôt que de leur bourrer le crâne en fait, avec des concepts, etc. Parce que je pense que c'est pas ça qui se transmet le mieux. Ouais, t'es plus en règle générale dans l'action plutôt que l'explication. T'as dit un truc intéressant, c'est vrai que vous travaillez à 80% du temps derrière un ordinateur. Et c'est vrai que si on le dit pas ici, c'est pas un truc qui saute aux yeux directement. On a souvent l'impression que les humanitaires, que les gens qui travaillent du coup dans l'humanitaire sont souvent sur le terrain, souvent en voyage, etc. Après, ça dépend forcément du poste. En tout cas, moi, j'étais directrice de com, donc j'étais derrière mon PC. Pareil, en tant que directrice exécutive, je suis là pour piloter l'ensemble des équipes. Donc forcément, c'est pas moi qui est en première ligne sur le terrain. Maintenant, il y a des membres de la structure qui sont bien plus proches du terrain, comme par exemple tout le pôle des opérations, qui eux, bien sûr, ils ont une partie d'administratif, mais ils ont aussi une grande partie de présence sur les opérations. Et puis après, on travaille en partenariat avec des associations locales qui, elles, sont vraiment tout le temps auprès des populations. J'avais une question aussi par rapport à la vie entre collègues. Souvent, on a un peu le cliché en tête qu'on a de la vie professionnelle où les gens sont un peu hypocrites entre eux, etc. Mais je me dis qu'avec l'humanitaire, ça doit tisser des liens forts finalement. Alors j'ai envie de te dire oui, dans le sens où c'est vrai qu'on essaye en tout cas de nous entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même envie. Maintenant, c'est vrai que comme on est en full remote, ça a aussi son penchant un petit peu moins fun qui fait que c'est un peu difficile de créer cette synergie et cette osmose entre les membres. Donc
on est dans une bonne collaboration. On essaie de faire en sorte d'avoir des moments aussi à distance forts. On se réunit de temps à autre aussi pour faire des réunions en physique quand c'est nécessaire. Il y a une partie de notre équipe quand même qui a des bureaux en fait sur Dakar. Prochainement aussi sur Tanger pour la relation donateur. Mais oui, c'est sûr que cette distance géographique fait qu'on n'est peut-être pas aussi soudés et fusionnels qu'on pourrait l'être si on était tout le temps dans les mêmes bureaux. Après, j'ai envie de te dire, c'est aussi une structure comme une autre où il y a des défis, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des frustrations, etc. Et il y a aussi une vraie notion, on va dire, RH, comme dans toute structure, ouais. Souvent, dans le cadre de ton travail, il t'arrive d'aller en mission humanitaire. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'y plaît ? Qu'est-ce que t'aimes quand tu voyages, en fait ? Eh bien, écoute, je vais peut-être te répondre quelque chose auquel tu t'attends pas, mais j'y vais pas dans une... Enfin, je vais pas te dire que j'y prends pas de plaisir, mais en tout cas, j'y vais pas dans cette optique-là. J'y vais parce que j'ai une mission bien en tête et je vais me focaliser dessus. Donc, bien entendu qu'il va y avoir des moments de joie et de partage, etc. Mais ouais, moi, je suis quelqu'un d'assez carré, analytique, etc. quand je suis dans mon poste. Donc, du coup, voilà, j'y vais vraiment parce que je pense que je vais pouvoir apporter une valeur ajoutée. Parce que je vais avoir, par exemple, les dirigeants des autres structures à aller approcher, etc. Là, bon, je pars aussi de temps à autre pour faire des distributions. Et ce qui va m'intéresser, c'est de finalement aller à la rencontre des personnes qui sont les plus concernées et les premières concernées par nos opérations, recueillir les besoins, les écouter, avoir ces moments d'échange-là. Maintenant, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas ? En fait, je me pose même pas la question, à vrai dire, c'est la mission avant tout. Tu es du coup directrice exécutive depuis 2020. Ça va faire 5 ans que tu occupes ce poste. Je voulais savoir qu'est-ce que ce parcours dans l'humanitaire a fait fleurir en toi ? Écoute, j'ai envie de te dire beaucoup de choses, dans le sens où j'aurais pas pensé pouvoir avoir j'aurais pas pu espérer en fait dans ma vie avoir un impact aussi important en fait sur des gens et voilà, ça c'est quelque chose qui m'a donné, j'ai envie de dire, confiance en moi parce que j'avais pas forcément avant l'impression que je pouvais faire autant, voilà. Live, c'est très challengeant aussi, donc pareil, j'ai envie de dire que ça m'a vraiment appris sur moi que je pouvais faire bien plus que ce que je pensais. Après, ce que ça a fait fleurir en moi aussi, c'est peut-être plus de conscience encore que j'en avais déjà sur certaines réalités. Et beaucoup... et c'est peut-être un peu contradictoire parce que ça m'a aussi rendue humble. C'est-à-dire que ça m'a donné confiance en moi sur mes capacités à faire. Mais ça m'a aussi rendue humble en me disant que malgré tout, on fait ce qu'on peut, mais qu'il reste tant à faire. Ça t'a aidé à avoir confiance en toi. Et c'est un point super important parce qu'on en parle souvent, mais les femmes sont souvent confrontées à un syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu l'as rencontré durant ta carrière ? Si oui, est-ce que tu as réussi à le battre ? Est-ce qu'il te hante peut-être encore ? Oui, non, mais je pense nécessairement. J'ai envie de dire que c'est peut-être la manière dont on est élevé en tant que fille, ou peut-être à une certaine époque en tout cas. Ouais, on n'était peut-être pas assez encouragés à avoir confiance en nous, en notre capacité, en notre potentiel, etc. En tout cas, oui, moi, personnellement, je l'ai vécu et ça m'a accompagnée, j'ai envie de te dire, jusqu'à aujourd'hui, ce syndrome de l'imposteur-là. Il y a peu de temps que je travaille dessus, mais oui, justement, c'est parce que je prends de plus en plus confiance en moi parce que j'arrive à accomplir
que petit à petit, ce syndrome, on va dire, me permet de... Enfin, je travaille sur ce syndrome-là, mais oui, c'est clairement, je pense, dommage, parce que je pense qu'il y a plein de femmes comme moi qui passent à côté de leur carrière ou de leur plein potentiel par manque de confiance en elles. Ouais. Tu penses que lorsqu'on dirige une institution, cette confiance, justement, elle est obligatoire, ou qu'il n'y a pas un modèle de direction à adopter? Écoute, je pense que non. Déjà, il n'y a pas un modèle de direction à adopter. J'ai essayé différentes méthodes, mais finalement, je pense que ce qui compte, c'est d'être soi. Et justement, quand on est plus aligné avec soi-même, qu'on n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, c'est là aussi où on combat ce syndrome de l'imposteur, je pense aussi, puisqu'on se réaligne avec qui on est vraiment. Et je voulais savoir quel conseil tu donnerais à une petite sœur qui souhaite faire son chemin dans la vie professionnelle, un peu comme tu l'as fait. Écoute, je lui dirais de pas avoir peur d'échouer et de moins faire attention au regard des autres. Parce que clairement, quand on s'affranchit du regard de l'autre, ça nous élève. Surtout quand c'est des personnes qui finalement n'ont même pas réussi à atteindre le niveau que nous-mêmes on souhaite atteindre. Je pense que voilà, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup retenue de nombreuses années, de me soucier de ce que pourraient penser mes amis, ma famille ou je ne sais quoi. Et finalement, se libérer de ça, je pense que ça ferait gagner des années à une petite sœur. Je prends note. Alors, est-ce que, pour conclure, Fanny, est-ce que tu as un message d'espoir à faire passer aux gens? C'est pas tant un message d'espoir, c'est un appel. En fait, on a tous du bon en chacun de nous. Et malheureusement, en fait, c'est pas forcément ce que la société nous pousse à montrer. Parce que peur d'être vulnérable, de se faire avoir, etc. Mais ce que je dirais, c'est faisons en sorte, en tout cas, de donner plus d'amour, d'être généreux d'un amour, on va dire, pur. Peu importe si de l'autre côté, on aura une réponse positive ou pas à cet élan. Mais je pense que si chacun fait ça à son niveau, normalement, on devrait avoir de meilleurs résultats, en tout cas, que ce qu'on a actuellement. On va essayer à l'avenir de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup pour cet échange, Fanny. C'était Sarah Bouchamama en compagnie de Fanny sur le plateau du Life Stories, le podcast à la croisée des destins.